Bienvenue dans Bis sans fil, le podcast qui parle d'entrepreneuriat sans paillettes, sans faux semblants et sans langue de bois. Moi, c'est Nadia, entrepreneuse, maman et comme beaucoup de femmes, j'apprends chaque jour à jongler entre mille projets, ma vie de famille et les imprévus du quotidien. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de l'entrepreneuriat et des parcours de femmes. Parce que derrière chaque femme, il y a une histoire faite de doutes, de défis, de persévérance, mais aussi de rencontres, de réussites et de belles histoires. Parfois, je prends le micro seule pour vous partager mon expérience, mais parfois, je pars à la rencontre de femmes inspirantes qui racontent leur parcours avec authenticité. Une seule promesse ici. On parle vrai. Alors, prenez votre café, votre thé ou simplement quelques minutes pour vous et c'est parti pour un nouvel épisode de Bis sans fil. J'ai pris la route pour rejoindre Suzy, plus connue sous le nom de Suzy Colibri. Rédactrice web et consultante CIO, elle accompagne les entrepreneurs à gagner en visibilité. Maman de 3 enfants, entrepreneuse et amoureuse de liberté, elle a choisi avec sa famille un mode de vie peu conventionnel. Alors bonjour Suzy, merci de m'accueillir chez toi. Avant de parler de ton activité, j'aimerais qu'on commence un peu par ce lieu. Pourquoi avoir choisi de construire un chalet dans les Vosges ? Mon conjoint et mes 3 enfants, on a été nomades pendant 3 ans. Avant, on vivait dans la région bordelaise. À un moment donné, on a eu envie de se poser et donc on a cherché un terrain dans un lieu proche de la frontière, que ce soit italienne ou allemande, parce que le but c'est de redevenir nomade à nouveau. Et donc ça nous évitait de traverser toute la France comme quand on habitait à Bordeaux. Donc on a cherché un lieu et en fait, dans toutes nos recherches, c'est celui-là qu'on a trouvé. Et pourquoi le chalet ? Parce que on veut être en vacances toute l'année. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on est en vacances. Je veux pas d'une maison classique avec le train-train quotidien. Voilà, moi j'ai vraiment pensé le chalet et la maison pour que tout ce qui me plaisait pas dans mon quotidien d'avant ne soit plus là. Alors, avant de devenir entrepreneuse, quel était ton parcours ? Là aussi, multicasquette, c'est mon parcours. Je suis une touche à tout. Moi, j'ai fait des études de communication après avoir passé 1 an aux États-Unis en tant que fille au pair. Et de là, j'ai fait des stages dans une association agricole, j'en ai fait un autre dans une mairie. Et après, je suis devenue maman au foyer. Ça, c'est l'un des métiers les plus durs, et le plus compliqué, mais aussi plus beau. Ouais, c'est un peu à double tranchant. T'es un peu seul. En fait, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves seul chez toi, sans forcément avoir beaucoup de monde autour de toi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mamans au foyer. Avec des lieux de rencontre comme le LAP, les lieux d'accueil parents-enfants qu'il peut y avoir, qui il y a 12 ans, commençaient juste à exister dans ma ville. Et voilà, donc moi j'ai été 8 ans maman au foyer. Après, je faisais aussi de la garde périscolaire parce que avec mon deuxième, quand il est arrivé, je pouvais vraiment plus rester H24 à la maison. Donc j'allais garder les enfants des autres. Le soir, quand le papa rentrait à la maison, moi je partais. Mais ça me faisait du bien de sortir de la maison en fait. En gardant les enfants des autres, t'étais pas un peu fatiguée à la fin de la journée ? C'est pas la même charge en fait. Ouais. T'as pas les mêmes enjeux en fait. C'était une famille en fait dont la maman faisait le même métier que moi avant. Qui était dans la communication aussi. Du coup, il y avait énormément de partage avec eux aussi quand ils avaient des difficultés avec les enfants. Comment est-ce que toi tu mets en place chez toi ? Parce que on avait 2 garçons aussi, donc en fait, voilà, il y avait vraiment un parallèle qui pouvait se faire. Et après, j'ai passé mon CAP petite enfance. J'étais enceinte du 3e. Moi, je me voyais pas rester encore 3 ans de plus à la maison. Et le papa aussi, il voulait profiter de son petit dernier, donc que ce soit lui qui soit à la maison. Donc, on a décidé de devenir nomade pour avoir moins de charges financières. On est parti et moi j'ai fait des remplacements dans des crèches, parfois des remplacements d'une seule journée dans une crèche, donc c'est hyper challengeant, hyper motivant et j'ai adoré, franchement j'ai adoré faire ça. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à choisir une autre vie en fait. On a décidé d'avoir le 3e et là on se regarde, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on veut en fait pour notre famille ? Est-ce qu'on veut que le papa il continue à aller travailler de 6h à 16h l'après-midi tous les jours et qu'on survive parce que la vie au Bouscat à côté de Bordeaux c'est cher. Donc on avait un loyer qui était pas loin de 1 000 € pour 75 mètres carrés et un jardin. Ça faisait une grosse partie du salaire aussi, sans les charges. Que nos enfants passent leur journée à l'école, que nous on les voit juste 1 heure le matin et 3-4 heures le soir parce qu'après ils dorment. C'est pas du tout la vie qu'on souhaitait. On a choisi de tout quitter pour vivre une vie où on était tous ensemble à H24.
Putain, c'est magnifique. Tu sais que ça, moi, j'avais envie de le faire, mais j'ai jamais osé. Alors, juste de t'écouter, je trouve ça formidable. Et à quel moment, aujourd'hui, quel est ton métier? Je suis accompagnatrice dans le référencement naturel, le SEO. Je fais à la fois des prestations donc pour d'autres entrepreneurs qui veulent améliorer leur site web pour le référencement naturel. Et à la fois, en ce moment, je suis en train de monter une formation pour accompagner les entrepreneurs à faire par elles-mêmes le SEO de leur site pour ensuite soit garder cette compétence pour elles, soit la déléguer, mais en sachant quoi déléguer et à qui. C'est trop bien. C'est pas quelque chose que forcément on arrive à maîtriser, même qu'en général, on fait même des choses pour nous sur les réseaux ou pour parler de nos offres, on a du mal et on n'emploie pas les bons mots. Exactement, c'est toute une compétence. Je les aide à faire un site internet qui parle à la fois à Google et à la fois à leurs utilisateurs. Donc oui, on va passer par le SEO quand on parle de ça, mais pas que. Moi, je m'arrête pas là. On va regarder leur business exactement, quel est leur positionnement. Tout ce qu'un entrepreneur fait en fait quand il démarre, quel est le positionnement, à qui il s'adresse exactement, parce que pour parler SEO, faut parler aux personnes, donc faut savoir à qui on s'adresse. Moi, j'ai développé aussi toute une partie où, ok, vous avez le SEO sur votre site, on va écrire des articles sur votre site en 1 heure, donc vous allez pouvoir écrire des articles très rapidement. Mais après, comment est-ce que vous allez utiliser tout ce que vous montez sur votre site sur les réseaux sociaux ou sur les podcasts ou sur YouTube ou sur les autres canaux qui sont vos autres portes d'entrée de vos clients. Donc, il y a toute une partie que je suis en train de monter là. Je viens de finir le montage hier de cette partie-là. Je tombe à pic. Où je leur explique comment on peut partir d'un article pour ensuite communiquer. Et donc, ça évite de toujours à réfléchir et sa stratégie blog et à côté sa stratégie des réseaux sociaux qui sont pas en commun. Là, on va tout mutualiser pour que ça aille plus vite, en fait. Parce que quand on écrit un article, on peut directement sortir 3 à 4 sujets sur ces réseaux et en parler pendant 3 à 4 semaines derrière. Donc, en fait, on se simplifie la vie. Et ça fait combien de temps que tu es entrepreneuse? J'ai vivoté dans l'entrepreneuriat depuis parce que moi les dates ça fait 2. On a fait 1 an comme ça où moi j'étais dans la petite enfance, mais où j'ai déjà commencé en fait à essayer de devenir entrepreneuse. Mais pour moi le premier pas de l'entrepreneuriat, c'est oui avoir une idée d'activité, mais c'est d'abord faire un travail sur soi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été très formatée, bonne élève, à suivre ce qu'un directeur te dit sans forcément réfléchir par toi-même. Ou si t'es pas d'accord, tant pis, tu mets ça dans ta poche et puis tu le ravales et puis tu fais quand même ce qu'il te dit. Donc moi, j'ai eu besoin, en tout cas, de faire tout un cheminement sur qui je suis réellement, pour ensuite essayer de trouver ce qui me convenait, parce que j'ai été aussi assistante virtuelle entre-temps. Je m'occupais des réseaux sociaux d'une personne qui avait un parcours similaire au mien, qui vivait aux États-Unis, qui était EJE, donc éducatrice de jeunes enfants. Du coup, moi, je m'occupais de ses réseaux sociaux et je m'occupais de sa communication. J'ai fait son audit de site, j'ai fait tout ça. Eh ben, c'est formidable. T'as fait ça pendant longtemps? J'ai fait ça pendant 1 an avec elle. Et aujourd'hui, la Suzy d'aujourd'hui, c'est qui? C'est une femme, déjà, qui s'assume, qui va oser poser ses limites, dire non là ça me convient pas toujours avec assurance, mais qui essaye de plus en plus de se respecter soi, qui est rigolote, qui aime son travail. J'ai toujours aimé ce que je faisais dans mon travail. Pour moi c'était le point le plus important. Mais là, je kiffe vraiment ce que je fais, en fait. Aider les autres à être autonomes dans le SEO, moi, je trouve que c'est énorme. J'ai 2 clientes à l'heure actuelle et j'adore passer du temps en visio avec elles, résoudre leurs problématiques et à les aider. Oui, afin d'avancer tous ensemble. Ouais, d'être à la fois cette formatrice, cette coach, en fait, que je savais que j'allais devenir il y a 1 an et que j'osais pas incarner, en fait. Du coup, maintenant, tu l'incarnes complètement. Et maintenant, je suis fière de dire qu'aujourd'hui, j'accompagne d'autres personnes et que je suis coach, en fait. Moi, je découvre une autre personne à chaque fois que je te rencontre. Je trouve que tu t'épanouis depuis la première fois qu'on s'était rencontrés. Tu t'épanouis de plus en plus, en tout cas dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que j'ai vu au fur et à mesure de nos rencontres. Je trouve que tu es quelqu'un de très passionné dans ce que tu fais. Ouais. Tu te mets à 100%, sinon tu le fais pas. Et tu penses pas que c'est un peu, c'est une difficulté d'entreprendre quand on est une femme? Il y a plus de choses à mettre en place que dans une famille classique, même si les choses bougent. C'est quand même le père l'homme qui va prioriser le boulot.
parce qu'il a un meilleur salaire que nous la plupart du temps. Hein. Dans le salariat, on voit ces différences de salaire entre les femmes et les hommes. Je pense qu'il y a toujours ce côté un peu de challenge, rapport de force à avoir. En tout cas, moi, je l'ai eu, même parce que c'est parfois inconscient en fait du côté du conjoint. Ouais, mais en fait, t'as ta place. Oui, mais tu me la donnes pas vraiment parce que moi, j'ai toujours cette partie-là de la famille à assumer et qu'en fait, je suis toujours obligée de dire stop. Là, je dois travailler. Et rien que de faire de dire ce stop, là, je dois travailler, ça prend quand même de l'énergie pour poser cette limite qui devrait pas être à poser. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile de se positionner et trouver sa place chacun. Plus on travaille depuis la maison. C'est pas évident. Même si on se dit, alors en plus on entend plein de choses sur les réseaux, on va pas se mentir. La liberté de l'entrepreneuriat, on travaille aux horaires qu'on veut. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai pas travaillé de minuit à 2h du matin. Hein. Je dois me lever à 6h45 pour emmener les gosses à l'école. Hein. Donc à un moment donné, nous-mêmes aussi, comme je disais tout à l'heure, nos croyances aussi, nos pas à faire. Et c'est vrai que moi, quand je suis devenue entrepreneuse finalement, c'était quand on était nomade. Donc on avait déjà vécu plusieurs gros chamboulements. J'accueillais le 3e. Donc un chamboulement pour tout le monde. Et ensuite, c'est le papa qui est resté à la maison pendant que moi, je suis allée travailler. Et moi, j'ai une question parce que c'est une nomade. Comment votre entourage l'a accueilli? Et ils ont accueilli ça avec leur peur à eux. Nous, on n'a absolument pas peur parce que si ça marche pas, on a un plan B. Et puis mon conjoint n'a pas quitté son travail du jour au lendemain. On a balisé tout ça pour que on prenne le moins de risques possible. Alors oui, il y a toujours un risque quand on fait quelque chose. Quand on devient entrepreneur, il y a le risque aussi. Ah oui, ça c'est vrai. Moi là, en arrivant dans les Vosges, financièrement à un moment donné, c'était difficile. J'ai aussi repris un travail à temps partiel au Traversier, ludothèque itinérante. Et moi, j'étais aussi dans la partie classe, une fonctionnalité de la CAF qui permet à des parents de laisser leurs enfants un peu en périscolaire, mais nous on a aussi un rôle de médiateur avec les parents, s'ils ont des difficultés, toujours ce que moi j'aime faire en fait, s'il y a des difficultés quelconques, de conseils, de choses comme ça. Oui, je pense que ça c'est important de dire que c'est ok de reprendre un travail, mais avec les réseaux, on te vend tellement du rêve qu'on croit tu vas réussir d'un coup, alors que c'est pas du tout le cas. C'est ça. Pendant 6 mois, j'ai eu un bon chiffre d'affaires. Cool. C'est bien, mais 6 mois après, ça s'est de nouveau arrêté. Parce que les clients ont arrêté parce qu'ils fermaient leur boîte, ils modifiaient leurs trucs, etc. Je veux dire, c'est la vie d'entrepreneur, ça. Et donc, du coup, après, tu dis quoi? Ok, mais en fait, là, j'ai quand même besoin de manger. Et si là, il faut que je le refasse parce que là, c'est de nouveau un petit peu tendax, je le referai. La seule chose, et c'est là où, en plus, je trouve qu'on a une force, c'est que quand on va retourner dans le salariat, on n'est plus les mêmes salariés qu'on était avant. C'est-à-dire que moi, c'était ok, mais ça, c'est mes conditions. Ça, c'est la difficulté, parce que quand on est salarié, on est trop formaté. Ouais. Et on n'ose pas dire les choses. Voilà. Alors certains osent le faire, mais je sais que moi, j'osais pas. Mais au final, on apporte vachement de choses à l'entreprise. Parce qu'ils ont pas beaucoup de salariés comme ça. Parce qu'on amène notre background, en fait, d'entrepreneur, quoi. Oui. Et puis, je pense aussi, ça leur fait du bien d'avoir un regard extérieur. Exactement. Mais comme quand je faisais des remplacements en crèche. Ils ont toujours voulu me garder après. Parce que, oui, il y a ce regard extérieur parce que j'ai une posture qui est bien différente de toutes les autres. J'ai une posture où je respecte les enfants. Et quand ça va pas, donc je suis quand même allée dire à certaines qu'elles maltraitaient les enfants. Donc oui, c'est pas évident à entendre. Ça, j'entends bien. Et j'ai mis les 2 pieds dans le plat. Parce que pour moi, c'était hors de question. C'était l'enfant qui primait. Toi, ta posture d'adulte, en fait, je m'en fiche, t'es adulte. Et dans cette aventure, c'était quoi ton plus grand défi? C'est c'est les problèmes financiers, c'est la gestion familiale? C'est plein de choses en fait. On emmène tous ces problèmes avec soi. Je veux dire, les problèmes familiaux, on en a tous. Des choses à régler, on grandit tous ensemble. Donc ça, on l'emmène avec soi. On a juste une autre manière de le régler, mais ça disparaît pas. C'est pas évident aussi de gérer le nomadisme en France parce qu'on s'est retrouvé en plein hiver avec pas d'accès à l'eau. Donc même certains cimetières, c'est fermé. Donc pas du tout accessible, l'eau pas du tout accessible quand on a 3 enfants, il y a quand même un petit peu de stress. En fait, c'est la même chose que dans une maison. On a une liberté qui est différente, mais on a quand même des contraintes. Donc on doit pouvoir travailler avec ses enfants dans le même espace. Et tes enfants, ils préfèrent quoi? Cette vie de nomade ou le fait que là, vous êtes un petit peu stabilisé, mais je pense que bientôt, vous allez peut-être partir? C'est le projet de repartir.
Nos enfants n'aiment pas l'école. Ils préféraient l'instruction en famille. Voilà. À part le petit dernier, c'est la maternelle. Donc, même si sa rentrée était difficile, là maintenant, il aime bien aller voir les copains. Les deux grands se sont fait qu'un seul copain. Mais quand vous viviez en tant que nomade, ils arrivaient quand même à se faire des amis. C'était peut-être plus facile. Beaucoup plus simple, parce qu'on pense que l'école sociabilise, mais pour moi, l'école, c'est mettre un groupe d'enfants ensemble qui n'a pas les compétences. Soit, en fait, j'ai un côté très militant avec les enfants parce que, voilà, moi, je trouve que la société française ne les élève pas. Elle leur met énormément de pression, mais elle est pas du tout dans le respect de l'enfant. Et en fait, c'est mettre des enfants qui ne développent pas les compétences ensemble sous la responsabilité d'un seul adulte qui fait comme il peut, qui peut pas gérer autant d'enfants avec les mêmes problématiques. On a vu une diversité d'enfants. On a vu une diversité de cultures qu'on voit pas là, parce qu'on va pas me dire que parce qu'il y a 2 Polonais qui arrivent ou des migrants qui arrivent dans les écoles, leur culture elle est totalement effacée pour s'adapter à la culture française. Il n'y a pas de partage. On comprend pas tant qu'on n'est pas allé chez eux comment ils vivent vraiment. Donc moi je préfère l'ouverture d'esprit comme ça. Après ça amène énormément de doutes, en tant que parent. On a la responsabilité de l'instruction de nos enfants. On ne confie pas cette responsabilité à un autre adulte. Et finalement c'est est-ce que je les instruis suffisamment bien? Est-ce qu'ils évoluent bien pour trouver un métier plus tard? Mais quand tu fais tout ça, je pense que c'est encadré quand même parce que tu fais quand même des choses en ligne, non? Ah non, c'est chacun fait ce qu'il souhaite. On répondait au cadre légal français, puisqu'on avait l'autorisation d'instruire en famille. Il y avait tous les ans un contrôle, mais tout le monde ne fait pas ça en fait. Il y en a qui sont en désobéissance civile, donc ceux qui sont en désobéissance civile notamment, ils font comme eux ils le souhaitent. Et honnêtement, c'est très stressant. C'est-à-dire tout au long de l'année, on a ça autour de nos têtes. Et refaire la demande tous les ans, qu'elle soit acceptée ou refusée. Ça met énormément de pression en fait sur les épaules des parents, et c'est pas normal parce que toi quand tu emmènes tes enfants à l'école en fait t'as pas ton mot à dire, mais au final tu te poses beaucoup moins de questions parce qu'en fait c'est pas toi qui gères, alors que tu devrais t'imposer parce que honnêtement tu devrais avoir un droit de regard sur tout ce qui se passe pour ton enfant à l'école. Oui, ça c'est vrai aussi, parce que ma fille elle est à l'école, mais quand elle retourne à la maison et qu'on lui pose des questions ou qu'elle des fois nous parle seulement de choses des opinions d'adultes, je lui dis mais c'est pas normal que son professeur réagisse comme ça, et elle devrait être impartiale sur certains sujets, et c'est vrai que nous on le voit pas ce qui se passe réellement, que ça soit dans un collège comme en primaire. En primaire ou maternelle, c'est pareil. On voit rien en fait, et puis c'est tout cloisonné. Ils font en sorte que ce soit cloisonné pour qu'on n'y ait pas accès. Ce que j'en ai déduit là de ces 3 années, c'est que le rôle de parent il change. On est plus dans ok ça c'est normal, ok ça c'est pas normal. Donc on est aussi beaucoup plus dans l'accompagnement. Et tu nous as expliqué tout à l'heure que tu arrivais quand même à trouver ton équilibre entre ta vie de maman, de femme, d'entrepreneuse. Je me suis rendu compte que l'équilibre, c'est pas du 50-50 ou du un tiers en fait. Et quand on accepte ça, déjà c'est plus facile. Quand est-ce qu'on peut avoir du 50-50 partout? On n'en a pas. Jamais. Par contre, on peut essayer d'être le plus possible aligné avec qui on est. Et c'est là où, du coup, on accepte le plus. En ce moment, j'ai beaucoup de vidéos à tourner, j'ai mes premières clientes, etc. Donc, ça va être beaucoup plus ma vie pro que ma vie de femme et ma vie perso. Et c'est OK parce que c'est un temps. Quels sont tes moments où tu te sens le plus en difficulté? Quand on a une difficulté, on est seul face à cette difficulté. Ça, c'est parfois un peu difficile. Moi, je sais que j'ai besoin d'être entourée, donc j'ai créé mon petit réseau d'entrepreneurs aussi. J'ai des réseaux différents. J'ai des réseaux de pairs qui ont aussi du coup d'autres compétences à apporter. Donc quand on a une difficulté, je pose la question sur ce réseau-là. J'ai des réseaux aussi, comme vous, d'autres entrepreneuses où là on va partager aussi ces difficultés d'équilibre vie pro vie perso, un peu plus mindset, un peu plus différent aussi. Ce matin, j'ai discuté aussi avec quelqu'un qui a un réseau d'entrepreneurs nomades. En fait, la difficulté après, c'est quand on sait pas demander de l'aide. Ça va prendre plus de temps en fait. Donc, osez demander de l'aide à des personnes de confiance, pas à votre entourage s'il n'est pas dans l'entrepreneuriat, s'il vous plaît.
Idéalement, déjà entrepreneur parce qu'on ne pense pas de la même manière. On n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes attentes. Ouais. Même des fois, j'ai l'impression que ton entourage croit que tu fais rien de tes journées. On n'a pas forcément les mêmes critères de qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, si le seul critère, c'est l'argent, on peut dire que moi, en ce moment, je fais rien. Par contre, si le critère, c'est mettre en place des pierres pour créer un business, là, je suis à 100% dedans. Comment ton conjoint participe-t-il je sais que t'aimes pas le mot équilibre, mais je vais te le dire quand même, équilibre familial. Je pense comme tout le monde, on essaie que chacun fait sa part. Alors c'est moins évident avec les enfants, je dois l'avouer. Il prend en charge pas mal de choses de la maison. Moi, tout ce qui est courses, repas, ménage, je m'en occupe quasiment jamais. Ça part d'une grosse discussion en fait. Et de multiples discussions au fur et à mesure quand on se rend compte que ça va plus. Comme dans n'importe quel couple en fait. Dans la communication, c'est la clé quoi. Je pense que tant qu'on communique et qu'on essaye tous d'avancer à un moment donné dans la même direction, et puis même si à un moment donné on n'avance pas dans la même direction, c'est ok aussi. Si après on arrive à se retrouver et avancer tout. Et à avancer. Le nomadisme a-t-il simplifié certaines choses ou au contraire créé, je dirais, de nouveaux défis pour toi? Les deux. On n'est plus la famille qu'on était avant. On n'est plus à suivre les idées de tout le monde sans se poser de questions. On n'est plus et on ose dire non en fait là ça nous va pas. Et ouais, ça nous a aussi ouvert l'esprit d'autres cultures que la culture française qui est beaucoup dans la critique, beaucoup dans les choses qui vont pas et pas dans la recherche de solutions de comment on va pour aller mieux derrière. Donc en fait ça nous a modifié et ça nous a créé d'autres défis parce que voilà, quand on a un problème mécanique sur la route, comment on fait Ils vendent tellement du rêve qu'on se dit mais putain, ils ont la belle vie, ils sont dans des trucs, des endroits formidables, mais ils voyaient pas toutes les contraintes qu'il peut avoir au moment là. On doit gérer les mêmes imprévus, les mêmes choses que n'importe quelle autre personne. La seule chose, c'est qu'on choisit nos contraintes en fait. C'est ce que moi je dis à mes enfants. Et tu penses pas qu'ils apprennent plus vite le fait de savoir que ils apprennent pour eux? Ils apprennent différemment, c'est-à-dire qu'en fait là on va juste redonner du sens aux apprentissages. Mais comment eux ils ont vécu en fait tout ce changement d'être nomade puis après de revenir dans une école classique, avec des temps d'adaptation, avec des colères, avec des crises en disant mais je veux pas ça, je préférais la vie d'avant. Et aussi avec des prises de conscience que finalement la vie d'avant, moi qui aimais pas me mettre au travail, finalement j'en faisais beaucoup moins que maintenant. Parce que j'avais pas l'impression de travailler autant et pourtant tu travaillais. Quand on est allé au Pont du Gard, on a appris le Pont du Gard, on a appris l'histoire qui était tout autour. Donc en fait, on apprend mais d'une autre manière. C'est juste ça en fait. Donc c'est pareil. Après, ils se sont rendus compte que finalement, pendant 3 ans, eux qui sur la dernière année, les mettre au travail était devenu une vraie contrainte pour nous. C'était hyper compliqué. Et là, je suis sûre qu'on redevient nomade, mais ils se mettent au travail sans problème parce qu'ils savent qu'ils vont. Sinon, c'est collège de nouveau ou sinon c'est école de nouveau, quoi. Et est-ce que tu as eu des culpabilités en tant que maman? On culpabilise toujours parce que là, on a pris, comme je disais tout à l'heure, notamment pour nos enfants, on a fait le choix de les instruire en famille. Donc, est-ce que ce choix-là est mieux que le choix de l'école? Prendre ce risque-là de travailler de la maison, de devenir entrepreneur et de pas avoir de salaire qui est fixe, qui tombe tous les mois, c'est un risque aussi qu'on prend. Après, en fait, la seule chose, c'est qu'on assume nos choix. Et tu penses que c'est une des plus grandes leçons que tes enfants ont appris? Mes enfants, je sais pas s'ils l'ont appris, mais en tout cas, moi, oui. Alors, quel conseil donnerais-tu à une maman qui rêve en fait de se lancer, qui a peur de ne pas réussir ou qui a la peur de tout gérer? La première chose, c'est de quoi a-t-elle peur? Et comment est-ce qu'elle peut diminuer cette peur? Si elle n'y arrive pas, vaut mieux pas qu'elle se lance. Pareil, sinon on avait eu trop peur. Si on n'avait pas affronté ces peurs-là, et donc c'est-à-dire pas mis sous le tapis, mais dire ok, on a peur que on n'a plus de maison. Donc si jamais il y a un souci avec le camping-car, comment on fait? Même si on savait personnellement qu'il y aurait plein d'autres si encore. Mais on a fait la liste des plus gros si, en fait, on va dire ça, des plus gros si de ce qui nous faisait le plus peur, et on y a répondu. T'as déjà eu des doutes de ton projet ou c'était clairement. Mais même encore maintenant, je suis pas viable là. J'ai pas un business fiable. J'ai pas un business qui me fait vivre à l'heure actuelle. Et ça fait 3 ans que je me bats, que je mets plein de choses en place pour essayer d'en vivre. Voilà, on parle des difficultés d'entrepreneurs, mais quand t'entends par exemple sur les réseaux que d'ici 1 an, 6 mois, 1 mois, tu peux y arriver, qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes-là?
certains y arrivent, mais on part pas tous du même endroit, en fait. Moi, j'ai d'autres difficultés que d'autres n'ont pas. J'ai fait une formation sur 1 an, et en fait, on a été très peu à y arriver, et il s'est rendu compte que notre vie de famille était tous très prenante parce que on est toutes des femmes et que quand on a des imprévus, c'est encore généralement à nous de les gérer plus qu'au conjoint, parce que ça fait moins peur de gérer les imprévus qu'on a l'habitude de gérer que de monter un business. Oui. Si vous vous lancez, vous aurez énormément de peur à chaque fois. Vous aurez des pierres. Enfin voilà, vous avez une montagne à gravir. Donc soyez prêts à la gravir. Et c'est pas un sprint, hein, c'est de l'endurance. Là, nous, on a de la chance que financièrement, on a aussi des sous qui sont rentrés d'une manière différente que par le travail. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai ce luxe-là, on va dire, ou cette chance-là de pouvoir prendre autant de temps. Et je peux comprendre aussi que d'autres n'ont pas ce temps-là. Si j'ai plus ce temps-là, je reprends un CDI et c'est ok, mais je continue à développer à côté parce que je sais que c'est la liberté que je veux avoir. Mais je pense qu'il y en a, en fait, quand ils veulent reprendre un travail, peut-être ils se disent, moi j'ai lancé mon business, j'ai fait des démarches, j'ai fait de la prospection. Est-ce que je suis légitime? Moi, je suis coach SEO et je dis que vous pouvez attirer des clients via le site internet. Ok. Pour l'instant, je l'ai pas encore mis en place pour mon propre business. C'est mon objectif du mois de juillet. Mais pour autant, d'autres personnes l'ont fait avant nous. Donc, notre promesse, elle est pas fausse. D'autres personnes ont réussi en 1 an. Donc, en fait, oui, c'est bien de se comparer. Oui, c'est bien de se dire que d'autres peuvent y arriver. Oui, il y a plein de promesses dans la vie. Oui, oui, oui. Après, on est soi. Et qu'est-ce qu'on veut? Moi, à chaque fois, j'ai suivi ces promesses-là. J'ai pas eu les retours escomptés. Par contre, j'ai à chaque fois énormément avancé. Parce que j'étais pas toute seule. Oui, parce que toi, tu as eu ce recul. Mais imagine une personne qui a suivi ça, qui dit j'ai encore échoué et qui s'est pas remise en question. Mon prof là, mon formateur que j'ai eu, ça fait 17 ans qu'il est entrepreneur. Il s'est cassé la gueule au moment, donc c'était mon client d'abord aussi. Il me prenait des articles, il s'est cassé la gueule parce que la formation qu'il vendait depuis 17 ans ne fonctionnait plus. Donc en fait, même quelqu'un qui est hyper haut et qui a du background derrière, qui a une entreprise qui est depuis 17 ans active, peut se casser la figure. Et là, cette année, il a dû rechanger son fusil d'épaule pour revoir tout son business. Donc en fait, qu'on débute ou qu'on débute pas, à un moment donné, tu peux avoir ce genre de grosse montagne qui arrive devant toi et te dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je lâche tout ou bien je continue? La chose la plus importante, essayez le plus souvent de diversifier les choses. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Commencez par une chose. Parce qu'on peut pas commencer par se diversifier. J'ai fait de la prestation, j'ai vu que ça ne m'amenait pas à quelque chose de fluide, en tout cas pas aussi fluide que ce que je le souhaitais. Je connais ma peur, je ne faisais pas de la prospection comme je le souhaitais. Résultat, je suis devenue coach SEO, j'ai ces mêmes problèmes de prospection. Je sais pas si c'est les femmes en général qui a ce problème de prospection à aller au front. Ouais, alors déjà, je pense qu'on nous aide pas à développer nos opinions en tant que petite fille aussi. Enfin, le fameux « sois sage et tais-toi », on me l'a dit plein de fois. Encore une fois, ça c'est lié à mon parcours aussi, parce qu'il y a d'autres personnes qui se font entendre quoi qu'il arrive. Ma difficulté, c'est pas de rentrer en contact avec les gens parce que j'adore ça, mais c'est après de me dire je vais leur vendre quelque chose et avoir cette impression de leur mettre un couteau sous la gorge. Là, j'ai pris conscience que non. Donc en fait, elle a la possibilité de dire oui ou non. Et si elle a dit oui, c'est en conscience. Et j'ai pas à me sentir coupable qu'elle dise oui, que ça marche ou que ça marche pas. Moi, j'ai fourni en tant que prestataire, j'ai fait une optimisation d'articles. Je lui ai dit exactement quoi faire. Il a pas fait la moitié des choses que je lui ai demandé de faire. Donc encore une fois, chacun ses responsabilités. Toi, tu as fait des formations. Est-ce que tu penses que tout le monde doit en faire une au moins? Il n'y a pas de recette miracle pour personne. Il n'y a pas un seul chemin pour devenir entrepreneur. C'est pareil, c'est une question à vous poser. Ensemble, on va plus vite et on va plus loin. Ça peut être ensemble dans une formation, ça peut être ensemble dans un réseau, ça peut être ensemble de plein de manières. Non, tout le monde n'a pas besoin de faire des formations. Par contre, en tant qu'entrepreneur, on a quand même besoin d'être multicasquette dans des domaines dont on ne maîtrise pas forcément tout. Qu'on se forme ou pas, c'est un choix. Par contre, qu'on aille se renseigner, ça oui. Qu'on se renseigne sur les lois, sur la comptabilité, sur les différents statuts juridiques qui existent. Poser des questions, aller se renseigner, soit auprès de pairs, soit auprès de la CCI, enfin auprès de lieux compétents pour nous aider. Et tout à l'heure, tu disais, reprendre un CDI, c'est ne pas réussir. Pourquoi? C'est une bonne question, mais c'est souvent que, moi, je suis pas dans l'optique du CDI parce que j'aime bien être un peu un électron libre. C'est le regard de l'autre.
C'est souvent ça. C'est pas le fait de dire je prends un CDI, ça y est, c'est un échec, j'ai pas réussi. Non. Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est pour ça que je peux en parler, parce que moi, au départ, quand j'ai dû reprendre un CDD, moi, CDI, j'en ai jamais eu et j'en veux pas de ma vie. Je suis pas fait pour rester enchaînée à une personne. J'ai le même point de vue. Et au départ, je me suis aussi dit, bah tiens, t'as pas réussi. Et après, j'ai réfléchi et dit, mais pourquoi t'estimes que t'as pas réussi? T'es toujours en train de continuer, en fait. Qui sait qui ne lâche pas comme ça? Pendant 3 ans, qui lâche pas pour essayer de développer son entreprise et en vivre. Déjà, l'objectif, il est là. C'est que tu as déjà une vision de ce que tu as envie de faire et tu as bien évolué. Enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu de tout début à maintenant, je trouve que tu as super bien. On se connaît depuis le mois de décembre, quand même. Bah oui, c'est ça. Donc, je trouve que tu as quand même énormément évolué et puis tu as vraiment tout de suite redrivé quand ça allait pas. C'est beaucoup de travail de soi aussi. Soi, exactement. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est ce que moi je vois. Je pense qu'une fois que tu réussiras, est-ce que tu déléguerais pas certaines choses? Je sais pas si on pourra parler d'envie, mais je crois qu'à un moment donné, si on veut continuer à se développer, c'est un besoin. Tu peux pas garder toutes les compétences pour toi parce que tu as que 24 heures dans une journée, parce que tu as une famille, parce que t'es pas toute seule. Et par contre, ce que je vais déléguer, c'est quelque chose que je sais faire à fond, parce que ça reste mon business. Et s'il y a cette partie-là qui se casse la figure, c'est tout mon business qui peut s'écrouler, ou en tout cas qui peut retomber d'un certain palier. Et ça, je veux pas. Ouais, il y a des choses que j'aimerais déléguer. Je ne peux pas, mais quel a été ton moment le plus incroyable dans l'entrepreneuriat? Je crois que c'est en ce moment. L'offre de coaching que je développe me fait kiffer à un point où en fait ça me nourrit, toute cette énergie-là, ça me nourrit, alors que pour l'instant j'ai un travail de dingue, mais c'est ce que je suis en train de construire là en fait. Tu t'aurais imaginé avoir cette vie-là on va dire quand tu étais petite? Pas du tout, je vais devenir pharmacienne. Franchement, étant petite, je me serais jamais imaginée avoir autant confiance en moi. T'as vécu énormément de choses et puis t'as réussi à affronter les difficultés, même s'il y en a encore d'autres. Hein, il y en a encore d'autres, c'est pas évident l'entrepreneuriat. On va passer aux questions rapides. Une qualité qui te définit? La pédagogie, l'écoute, je sais pas. Ça correspond à ce que tu fais en ce moment. Ouais. Un défaut? Je parle beaucoup. Une femme qui t'inspire? À l'heure actuelle, j'ai pas vraiment de femmes qui m'inspirent. J'ai des femmes que j'admire. J'ai une de mes formatrices, Morgane Leroy, mais elle a un univers de délire et qu'elle arrive à incarner avec ses poules. Un livre qui a changé quelque chose dans ta vie? J'ai pas de livre comme ça inspirationnel, enfin de livre. Une phrase que tu aimerais transmettre aux auditrices? Osez croire en vous-même et puis demander de l'aide dès que vous avez besoin, quoi. Complète cette phrase. Entreprendre sans filtre et bien compliqué. Si tu pouvais parler à la Suzy d'il y a 10 ans ou même 20 ans, celle qui continuait malgré les signaux, en te disant, qu'est-ce que tu lui dirais à cette Suzy? J'ai fêté mes 30 ans, j'ai un peu plus que 30 ans, que 40 ans maintenant, mais je pleurais parce que je n'avais pas de vie professionnelle. Et maintenant, j'en ai pas plus parce que je vis pas encore. Mais finalement, j'en ai une quand même et elle est très belle, quoi. Tu te sens plus heureuse? Ouais, je lui dirais qu'effectivement, crois en elle, quoi. Parce qu'elle est capable de tout. Une dernière question. Quand tes enfants seront adultes, qu'aimerais-tu qu'ils retiennent de tous ces choix de vie? Ce sont des choix qui pourront faire les leurs. Merci Suzy pour ta sincérité, ton partage. J'espère que cet échange inspirera d'autres. Vous pouvez aussi contacter Suzy, sur Instagram. Vous pouvez partager, liker, commenter et à très bientôt pour un prochain épisode de Bis sans filtre.